Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une période vraiment charnière de notre programme, la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre 1940 et 1944, les Français se retrouvent face à un choix terrible, un choix qui va littéralement déchirer le pays. Est-ce qu'on collabore avec l'occupant allemand ou est-ce qu'on entre en résistance? C'est toute la question qu'on va explorer ensemble. Tout commence au printemps 1940. Et là, c'est le choc. L'armée française, qu'on croyait invincible, s'effondre en à peine quelques semaines face à l'attaque allemande. C'est un vrai traumatisme pour le pays. On appelle ça la débâcle. Imaginez un peu, 8 millions de civils, paniqués, qui fuient l'avancée des Allemands et se retrouvent sur les routes. C'est l'exode. Un chaos total, la peur partout et ce sentiment terrible que tout est perdu. C'est dans cette ambiance-là que la France va devoir décider de son avenir. Du coup, face à ce désastre, la question qui se pose est à la fois simple et terrible. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte la défaite, on baisse les bras et on essaie de négocier avec l'Allemagne, ou alors est-ce qu'on refuse et on continue le combat coûte que coûte? C'est vraiment le dilemme qui va couper la France en deux. Alors, voilà le programme. D'abord, on va revenir sur ce choc de la défaite. Ensuite, on se penchera sur les deux Frances qui vont naître de ce choc, celle de Vichy, qui va choisir la collaboration, et celle de la résistance. On fera aussi un petit point méthode super important pour le brevet, et on terminera en réfléchissant à ce que cette période nous apprend aujourd'hui. C'est parti! Allez, on plonge direct en 1940. Cette année, c'est vraiment l'année de la fracture. La France, qui était sortie victorieuse de la Première Guerre mondiale, est maintenant à genoux, vaincue, humiliée. C'est dans ce contexte de chaos que tout va se jouer. Le 22 juin 1940, un armistice est signé. Et là, attention, point super important à retenir, un armistice, ce n'est pas un traité de paix. C'est juste un arrêt des combats. Et les conditions des Allemands sont très dures. Comme on le voit bien sur cette carte, la France est coupée en deux par ce qu'on appelle la ligne de démarcation. Au nord, c'est la zone occupée par l'armée allemande, et au sud, on a une zone dite libre, d'où le nouveau gouvernement français qui va s'installer à Vichy dirigera le pays. Cette France coupée en deux sur la carte, eh bien, elle l'est aussi dans les têtes. Et ça, c'est incarné par deux hommes. D'un côté, il y a le maréchal Pétain, le grand héros de 14-18, qui, la veille de l'armistice, dit qu'il faut arrêter de se battre, et de l'autre, à Londres, un général quasi inconnu à l'époque, Charles de Gaulle, qui lance un appel à continuer la lutte. Deux discours, deux visions totalement opposées, c'est le symbole de la fracture française. Et voilà les visages de ce choix. À gauche, le maréchal Pétain, qui incarne l'acceptation de la défaite. À droite, le général de Gaulle, qui incarne le refus et la volonté de continuer le combat. Deux hommes, deux destins, et derrière eux, deux Frances qui vont s'affronter. Bon, penchons-nous d'abord sur la France, qui a décidé de suivre Pétain. Le gouvernement s'installe dans la ville de Vichy, c'est pour ça qu'on parle du régime de Vichy. Alors, qu'est-ce que c'est ce régime de Vichy? Le 10 juillet 1940, Pétain reçoit les pleins pouvoirs et hop, c'est la fin de la Troisième République. Ce nouveau régime est autoritaire. Plus d'élections, plus de liberté. Il est anti-républicain, c'est-à-dire qu'il rejette toutes les valeurs de la République. Et, point crucial, il est antisémite. Il va prendre des mesures très graves contre les Juifs. L'idéologie de Vichy, elle a un nom. C'est la Révolution nationale. Le but, c'est de régénérer la France, soi-disant coupable de sa propre défaite. On jette à la poubelle la devise liberté, égalité, fraternité, et on la remplace par travail, famille, patrie. Cette affiche de propagande le montre parfaitement, on met en avant le travail de la terre, l'artisanat, la famille traditionnelle, et bien sûr, au-dessus de tout, le chef, le maréchal Pétain. Très vite, le régime de Vichy va faire un choix encore plus grave, celui de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Le grand symbole de ça, c'est la poignée de main entre Pétain et Hitler à Montoire en octobre 1940. Cette collaboration, elle est économique. La France doit livrer une partie de sa production à l'Allemagne, mais elle devient aussi humaine. En 1943, on crée le STO, le service du travail obligatoire, qui force des centaines de milliers de jeunes Français à partir travailler dans les usines allemandes pour soutenir l'effort de guerre naze. Mais l'aspect le plus sombre, le plus terrible de cette collaboration, c'est bien la participation de l'État français à la politique d'extermination des Juifs menée par les nazis. Dès octobre 1940, et c'est très important, de sa propre initiative, Vichy impose le premier statut des Juifs, qui les exclut de la société. La police et la gendarmerie française vont participer aux arrestations, aux rafles, comme sur cette photo terrible. Au total, 75 000 Juifs de France seront livrés aux nazis et déportés vers les camps de la mort. Heureusement, face à cette France qui collabore, une autre France se lève. Une France minoritaire au début, c'est vrai, mais qui refuse la défaite et la honte. C'est la France de la résistance.
L'acte de naissance de cette résistance, c'est bien sûr l'appel lancé par le général de Gaulle depuis Londres, le 18 juin 1940. Il dit que la guerre n'est pas finie et il appelle tous les Français, militaires ou civils, à le rejoindre pour continuer le combat. Ceux qui vont répondre à cet appel formeront les Forces françaises libres, les FFL. Mais la résistance, ce n'est pas seulement à Londres. En France même, dans la clandestinité, au péril de leur vie, des hommes et des femmes s'organisent. Leurs actions sont hyper variées. Ça va du sabotage de voies ferrées au renseignement pour les Alliés, en passant par l'impression de journaux clandestins pour lutter contre la propagande. Et bien sûr, il y a la lutte armée menée depuis les maquis, ces caches en pleine nature. Le problème, au début, c'est que tous ces groupes de résistance sont un peu l'éparpillé. Et c'est là qu'intervient un personnage clé, Jean Moulin. Envoyé en France par de Gaulle, il va réussir l'exploit en 1943 de réunir tous les chefs des grands mouvements de résistance, des syndicats et des anciens partis politiques au sein du Conseil national de la résistance, le CNR. C'est une étape décisive. La résistance est maintenant unie, sous l'autorité de Gaulle, et elle est beaucoup plus forte. Et le CNR ne fait pas que se battre, il prépare déjà la France de l'après-guerre. Allez, petite pause. On va faire un point méthode. C'est un cadeau pour le brevet. Analyser un document, c'est une compétence essentielle. On va voir ensemble une méthode toute simple en 3 étapes pour ne jamais se tromper. La voilà, cette méthode quasi magique. Présenter, décrire, expliquer. PDE, facile à retenir. D'abord, on présente. C'est quoi ce document? Qui l'a fait? Ça date de quand? Ensuite, on décrit. Qu'est-ce qu'on voit? Tout simplement, sans interpréter. Et enfin, on explique. Quel est le message? Quel est le but de l'auteur? C'est simple, c'est logique, et ça permet de construire une analyse super solide. Allez, on s'entraîne tout de suite avec l'affiche de Vichy. Étape 1, je présente. C'est une affiche de propagande du régime de Vichy qui date d'environ 1942. Étape 2, je décrive. On voit le portrait de Pétain au centre et en dessous des images d'un artisan, d'un paysan et d'une mère avec ses enfants. Étape 3, j'explique. Le but de cette affiche, c'est de faire la promotion de l'idéologie de la Révolution nationale avec ses valeurs traditionnelles et d'installer un véritable culte de la personnalité autour de Pétain. Et voilà, en suivant ces 3 étapes, l'analyse est claire et complète. C'est une méthode qui marche pour n'importe quel document. Maintenant qu'on a vu l'histoire et la méthode, on peut se poser une question importante. Au fond, pourquoi étudier tout ça aujourd'hui? Qu'est-ce que ces années sombres nous apprennent en tant que citoyens du XXIe siècle? On arrive en 1944, l'année de la Libération. En juin, les Alliés débarquent en Normandie, puis en Provence. C'est le début de la fin pour l'occupant. Et sur tout le territoire, les FFI, les Forces françaises de l'intérieur, c'est le nom qu'on donne aux résistants unifiés, passent à l'action, harcèlent les Allemands et aident à libérer le pays. En août 1944, Paris est libéré, le régime de Vichy s'effondre. Cette phrase, prononcée par Pétain juste après sa rencontre avec Hitler, elle fait réfléchir, non? C'est moi seul que l'histoire jugera. En fait, elle nous renvoie à une question hyper actuelle, celle de la responsabilité individuelle. Dans une situation extrême, face à un pouvoir injuste, quel choix peut-on faire? Obéir, désobéir, s'engager, résister? Ces questions de l'occupation sont toujours valables aujourd'hui. Pour conclure, voici la petite fiche de révision spéciale brevet. Les dates, les personnages et les notions qu'il faut absolument maîtriser. Et je réinsiste sur l'erreur à ne surtout pas faire. Ne confondez jamais l'armistice, qui est un simple arrêt des combats, avec un traité de paix. C'est un détail qui change tout. Toute cette histoire nous laisse avec une dernière question. Une question pour nous, aujourd'hui. Les résistants se sont engagés et battus pour des valeurs, la liberté, la justice, la dignité humaine. Mais dans notre société actuelle, ça veut dire quoi résister? Ça veut dire quoi s'engager? Contre quoi? Pourquoi? C'est une question que l'histoire nous pose à chacun. Merci d'avoir suivi.